Bonjour à tous et à toutes. Après avoir vu la formation des étoiles et des galaxies, nous allons nous intéresser dans ce cours à la formation des planètes et nous allons nous intéresser plus particulièrement à la Terre et des conditions qu'elle possède qui ont permis à la vie d'apparaître. Donc on va simplement refaire un petit retour sur la création de notre étoile, le Soleil. Donc le Soleil, en fait, par accrétion, c'est le nom qu'on donne au phénomène qui fait que les atomes s'attirent les uns les autres. Donc des poussières d'hydrogène et d'hélium donc se sont attirés et se sont regroupés, étant donné que ce sont des atomes légers, au centre de ce qui va devenir notre système solaire. Et quand il y a eu assez d'hydrogène et d'hélium, eh bien l'étoile est apparue et elle a commencé à briller. Autour des atomes un peu plus lourds se sont aussi regroupés et ont formé les planètes, dans ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Donc vous voyez ici, les atomes se regroupent et tranquillement, en se regroupant, ils vont créer les planètes. Donc on est à peu près il y a 4,5 milliards d'années. On se rappellera que l'univers ayant 13,7 milliards d'années, eh bien c'est assez récent finalement la création de notre étoile et des planètes autour. Alors, les planètes autour, au début, eh bien, ce sont des morceaux de roches qui se sont regroupés, tout simplement. Et plus les morceaux se sont regroupés, plus les planètes ont grossi. Et puis, pour notre Terre, il s'agit essentiellement d'atomes d'hydrogène, carbone, azote et oxygène, ainsi que de fer et de nickel, qu'on va retrouver. Alors, le fer et le nickel étant plus lourds, des atomes plus gros, ils vont se regrouper au centre de notre planète. Et en surface, on va plutôt retrouver l'hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène, mais évidemment, il y en a d'autres. Donc au début, notre planète, c'est de la matière en fusion, tout simplement. Alors, on appelle ça notre Terre primitive, si on veut, la Terre de départ. Ensuite, par volcanisme, étant donné que la Terre est très chaude, elle va libérer énormément de gaz, et ces gaz, ce sont les trois que vous voyez à l'écran, donc de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et du diazote. Donc, comme je le répète, il fait chaud, l'eau est à l'état de vapeur, bien sûr. Alors on a ce qu'on appelle donc une accumulation de ces gaz en surface qui sont libérés par volcanisme. Peu à peu, on va avoir formation d'une atmosphère. Alors on appelle ça l'atmosphère primitive. On y retrouve environ 80% de vapeur d'eau, 15% de dioxyde de carbone et 5% de diazote. La Terre va cependant se refroidir pendant plusieurs dizaines de millions d'années. En même temps que ces gaz continuent de s'accumuler, eh bien la Terre refroidit. Alors ce qui va se passer, c'est que l'eau, qui constitue une grande part de l'atmosphère terrestre, eh bien à un moment donné, vu que la température diminue, elle va se condenser et passer à l'état liquide. Alors elle va s'accumuler. Pendant des millions d'années, elle va s'accumuler à la surface de notre planète. Et ça, eh bien ça va former ce qu'on appelle les océans. Et les zones de terre qui émergent de ces océans, eh bien, c'est ce qu'on va appeler les continents. Alors attention, l'animation que vous voyez à droite, c'est simplement pour avoir une image où on voit que les continents se déplacent, mais il n'y a pas du tout l'Europe, l'Afrique à l'époque. Donc vous voyez plutôt comme les dessins qui sont plus à gauche ici. Là. Alors ça, c'était il y a à peu près 4,4 milliards d'années. Donc on a une planète solide, qui contient à sa surface un océan, qui a une atmosphère et des continents. On va faire un petit détour pour rappeler rapidement l'existence des autres planètes et aussi des satellites qui tournent autour. Alors comme vous le savez, donc on ne réapprendra pas les noms des planètes, mais vous savez qu'il y a plusieurs planètes autour de notre étoile, il n'y a pas que la Terre. On a les petites planètes qui sont les plus proches, qu'on appelle les planètes telluriques, elles sont solides. Et plus loin, on a les planètes gazeuses, donc qui sont faites de gaz, et qui sont également appelées des géantes gazeuses, étant donné qu'elles sont quand même beaucoup plus grosses que les premières planètes. Alors attention, l'image n'est pas du tout à l'échelle. Comme vous le savez, les planètes sont beaucoup plus loin du Soleil que ce que vous voyez à l'écran, et les planètes sont également très éloignées entre elles. Également, autour de presque chaque planète, eh bien, il y a certaines quantités de matière qui vont s'accumuler et qui vont former des satellites naturels, donc des astres qui vont tourner autour de ces planètes. Alors, comme vous le savez, il y a la Lune qui tourne autour de la Terre. On sait que à la base, la Lune et la Terre en fait résultent de la collision de deux astres. Donc il y a des roches sur la Lune et sur Terre qui sont similaires. Donc à la base, ça résulte vraiment de la collision
de deux astres initiaux. Puis autour d'autres planètes, comme Jupiter par exemple, il y a plus qu'un satellite naturel. En fait, même il y en aurait plus que 60 autour de Jupiter. Alors il y en a qui sont plus gros que d'autres, hein, Io, Europe, Ganymède, Callisto par exemple. Donc ça, ce sont des astres qui tournent autour des géantes gazeuses. Et c'est intéressant de savoir qu'ils sont solides, eux. Alors on y a envoyé des sondes. Donc on a été capable d'envoyer des sondes dans l'espace pour aller observer les planètes éloignées, comme Jupiter. Là, vous voyez des vraies images. Et on voit autour de Jupiter donc ces satellites naturels, ici vous les voyez. Et on a même été capable de se rapprocher de ces satellites. Donc là, vous voyez une animation de deux des satellites. Là, vous avez une image qui a été donc reconstituée à partir de photographies donc de Io prises par une sonde qui a même été se poser à sa surface. Alors ça, c'est une image reconstituée, mais faite à partir de vraies images qui ont été prises à la surface de Io autour de Jupiter. Alors on a également été un peu plus loin, on a été voir Saturne. Donc là, vous voyez une image de Saturne qui a été donc qui s'est fait rapprocher par une sonde qui a envoyé ces images-là. On voit les anneaux qui sont très fins en réalité, hein. Vu de côté, eh bien on voit à peine l'existence des anneaux. Par contre, on voit leur ombre en haut ici. Donc le soleil éclaire légèrement vers le bas, donc on voit l'ombre des anneaux ici. Et là, vous voyez des satellites naturels également autour de Saturne. Alors là, on a Titan, qui est donc un satellite sur lequel on a posé des sondes également. Donc des satellites naturels solides qui gravitent autour des géantes gazeuses. Alors petit retour sur la Lune, hein, c'est le seul satellite naturel de la Lune bien sûr, et c'est le seul endroit à part la Terre où les humains ont été se promener en personne. Elle est à 385 000 km en moyenne de la Terre, et c'est déjà tout un défi technologique de se rendre là-bas sur place. Alors maintenant, on s'intéresse en détail à la Terre et surtout, on va regarder comment se fait-il que de la vie se soit développée sur Terre. Alors, il y a plusieurs conditions que les scientifiques jugent importantes pour que de la vie puisse apparaître. En passant, on voit bien la vie en ce moment hein, sur notre planète, c'est le vert. Hein. Donc le vert ici, ce sont les végétaux, bien sûr, qui ont colonisé les continents terrestres. Mais on sait qu'il y a des animaux, il y a en fait, tous les règnes du vivant qui se promènent là-dedans. Alors voilà quelques pistes qui sont des conditions que les scientifiques jugent essentielles, voire indispensables à l'apparition de la vie sur une planète. Alors une première condition est liée à l'étoile elle-même autour de laquelle se promène la planète. Il faut que ce soit ce qu'on appelle une bonne étoile, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit assez qu'elle puisse vivre assez longtemps pour que la planète autour puisse voir de la vie évoluer autour d'elle. Et il faut qu'elle envoie assez de lumière pour que la vie puisse se développer. On a du mal à imaginer, il y a quelques façons de le voir, mais de la vie très complexe comme on peut avoir sur notre planète, on a du mal à imaginer que ça puisse se faire sans les rayonnements de l'étoile. Comme vous le savez, la photosynthèse est à la base d'un bon paquet de réactions du vivant sur notre planète. Alors, on estime que des étoiles qui sont des naines n'enverront pas assez de lumière, donc ne réchaufferont pas assez la Terre. L'eau, s'il doit y en avoir, ne sera pas liquide, donc on a du mal à imaginer que de l'eau puisse rester sur des planètes autour de petites étoiles comme ça. À l'inverse, si les étoiles sont trop grosses, elles vont brûler par fusion nucléaire leur hydrogène beaucoup trop vite, et elles ne laisseront pas le temps à la vie de se développer autour de ces étoiles-là. Donc, il faut que l'étoile soit pas trop grosse et pas trop petite non plus. Ensuite, pour la planète elle-même, il faut qu'elle soit un endroit spécial. Elle ne peut pas être n'importe où autour de l'étoile. Si jamais elle est trop proche, eh bien, elle va se faire balayer par des rayonnements très intenses de l'étoile, et il va y faire des températures très élevées. Bien au-delà de ce qu'on peut imaginer pour que de la vie se développe. À l'inverse, si la planète est trop éloignée, eh bien elle fera beaucoup trop froid et on a du mal à voir de la vie se développer dans des zones aussi éloignées avec aussi peu de rayonnement. Donc il faut que la planète se promène dans ce qu'on va appeler la zone habitable, que vous voyez en vert à l'écran, donc la zone où les rayonnements seront suffisants mais pas trop dangereux. Et c'est pas suffisant, il faut aussi que la planète soit toujours dans la zone habitable, que son orbite ne soit pas excentrée comme on voit ici, et que elle soit dans la zone habitable seulement pendant un moment, pendant sa révolution, et que tout à coup, pendant plusieurs mois par année par exemple, elle se retrouve trop éloignée de l'étoile, donc ça entraînerait des changements très majeurs dans les conditions environnementales. Donc il faut que l'orbite soit relativement circulaire et stable autour de l'étoile.
Ensuite, on en a déjà parlé dans l'histoire de la Terre, mais il faut qu'il y ait une atmosphère. Et cette atmosphère, on a du mal à imaginer que de la vie puisse se développer sans ce qu'on appelle les éléments essentiels dans la vie, les CHONPS, C-H-O-N-P-E-S, donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. On a du mal à imaginer comment de la vie pourrait apparaître sans ces éléments. Et, comme vous le savez, notre atmosphère primitive avait déjà 4 de ces éléments, donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Pour le phosphore et le soufre, on va en reparler un petit peu plus tard. Le dioxygène qu'on a maintenant, aujourd'hui, là vous avez la composition de l'atmosphère terrestre actuelle, il est apparu plus tard, on verra comment. Ainsi que l'ozone. Bien. Alors, il faut que la planète soit assez grosse pour retenir une atmosphère, parce que si la planète est trop petite, en fait, sa gravité n'est pas suffisante pour retenir l'atmosphère. Mais il faut pas qu'elle soit trop grosse, parce que sinon elle va avoir tendance à retenir des éléments trop petits, comme l'hydrogène ou l'hélium, et ces éléments en trop grande quantité. Donc vous avez du dihydrogène là qui peut s'accumuler dans certaines planètes, pardon. Ce serait pas très efficace pour que de la vie s'y développe. Ensuite, ça prend nécessairement un bouclier aux ultraviolets. Les ultraviolets envoyés par le soleil sont des rayonnements très néfastes pour la vie. Donc, on appelle ça un bouclier anti-UV. Alors, nous, on en a un, qui est notre couche d'ozone. Donc, on imagine que c'est une condition nécessaire à l'existence d'êtres vivants sur une planète. De l'eau liquide, vous le savez, on en parle souvent parce que l'eau est un solvant extrêmement efficace qui permet de transporter des substances, qui peut réguler la température. Donc on a beaucoup de mal à imaginer de la vie sans de l'eau liquide à la surface d'une planète. On a aussi énormément de difficultés à imaginer une planète gazeuse comme un support à la vie. Ça prend, pour plusieurs réactions chimiques, il y a besoin d'un support solide pour que les réactions puissent avoir lieu. Également, un autre aspect, c'est la présence dans le système d'une planète géante qui attire les gros astéroïdes qui se promènent à l'intérieur du système. Donc on pense que grâce à Jupiter, on a évité à plusieurs reprises de grandes catastrophes. Donc c'est arrivé sur Terre que des météorites tombent, mais grosso modo, on pense que la plupart sont attirés par Jupiter, qui est très très grosse, et par gravité, c'est elle qui les reçoit. Donc ça permet aux autres planètes de ne pas se faire bombarder trop souvent. Également, on pense qu'il est très compliqué pour la vie de se développer si la planète n'a pas de champ magnétique comme la Terre a, ce qui permet d'éviter que les vents solaires viennent percuter la planète partout. Donc, les aurores boréales sont dues au fait que certains rayonnements, donc des vents solaires, viennent percuter la planète, mais en gros, la plupart des rayonnements nocifs sont évités donc dans les vents solaires, donc grâce au champ magnétique. Et enfin, on pense que la Lune aussi a eu son rôle puisque notre satellite naturel a stabilisé l'axe de rotation de la Terre et ça a permis d'avoir des climats relativement stables, même s'il y a eu des variations quand même régulièrement sur notre planète. Le fait que l'axe de rotation soit à peu près stable, ça fait que le climat reste à peu près stable. Voilà pour ce deuxième cours.